J'ai vu des gens mourir alors qu'ils étaient en parfaite santé, et d'autres revenir à la vie grâce à une simple graine. Vous croyez au miracle? Je suis médecin. Je le suis resté pendant plus de 40 ans. Et pourtant, ce n'est qu'après ma retraite que j'ai vraiment compris à quel point le silence du corps peut être assourdissant. Un matin, à 64 ans, je me suis réveillé, et je ne me suis pas reconnu. Le visage dans le miroir était le mien, oui, mais les traits, l'énergie, la lumière, tout semblait avoir été subtilisé lentement, sans que je ne m'en aperçoive. Ce n'était pas la vieillesse, ce n'était pas la fatigue, c'était autre chose. Quelque chose de plus grave, quelque chose d'invisible, rampant, qui avait pris racine à mon insu. Et c'est là que tout a basculé. Les résultats de mes analyses, que je faisais de manière routinière chaque année, montraient cette fois un léger marqueur inflammatoire en hausse. Juste une valeur au-dessus de la norme. Un détail, diront certains. Une variation physiologique, m'aurait-on dit si j'étais patient lambda. Mais moi, j'étais médecin. Et je savais. Je connaissais ce regard que le jeune confrère a posé sur moi. Ce regard plein de retenue, celui qu'on pose sur un patient qu'on ne veut pas alarmer, mais pour qui on sait que quelque chose ne tourne pas rond. Cette petite phrase anodine, il faudrait approfondir sans urgence, mais on garde un œil. Je l'ai dite des centaines de fois dans ma vie, et je sais que parfois elle est le début d'un combat qu'on aurait préféré ne jamais livrer. Je suis rentré chez moi ce soir-là, sans dire un mot à personne, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu peur. Une peur froide, celle de ne pas avoir vu venir, celle de mourir sans bruit, celle d'avoir donné des conseils à des milliers de patients sans avoir écouté les miens. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. J'ai pensé à mes patients, à ceux que j'avais vus partir sans comprendre pourquoi, à ceux qui vivaient sainement, sans excès, sans antécédents, mais que le cancer avait quand même frappé. Et une question m'a transpercé. Et si le mal ne venait pas de ce que nous faisons de mal, mais de ce que nous ne voyons pas venir? Pendant des années, j'ai blâmé les mauvaises habitudes. Le tabac, l'alcool, la junk food, le manque de sport, le stress. Et c'est vrai, tout cela joue un rôle. Mais j'ai aussi vu des femmes végétariennes, des hommes sportifs, des personnes spirituelles, paisibles, prudentes, décliner, se casser, s'éteindre. Alors j'ai commencé à remettre tout en question. Et ce que j'ai compris, c'est que nous vivons aujourd'hui dans un monde qui érode nos cellules, pas violemment, mais sournoisement. L'air que l'on respire, la lumière artificielle jusqu'à minuit, le bruit mental permanent, les conservateurs invisibles dans nos assiettes, l'ultra-transformation, la solitude, le manque de sommeil, le vide affectif, tout cela ronge. Et moi je pensais y échapper, parce que je faisais tout bien. Mais la vérité, c'est que même les plus prudents sont en danger, parce qu'au fond, nous avons tous oublié d'écouter notre corps. À 64 ans, moi, médecin à la retraite, je me suis vu devenir un patient potentiel, un cas comme les autres. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais vraiment fait, me soigner moi-même. Non pas avec des médicaments, mais avec un regard neuf, avec des gestes simples, avec un respect retrouvé. Je vais vous raconter ce que j'ai changé, pas pour me sauver, mais pour me reconnecter, pour ralentir, pour reprendre en main la seule chose que j'avais négligée toute ma vie, mon lien avec mon propre corps. Et vous savez ce qui m'a remis debout, lentement, mais sûrement? Ce ne sont pas les examens, ce ne sont pas les médicaments, ce sont des choses minuscules, des graines. Oui, des graines. Je sais que cela peut paraître naïf, trop simple, trop naturel pour être sérieux. Mais quand vous aurez entendu tout ce que j'ai appris sur elles, sur leur pouvoir anti-inflammatoire, antioxydant, régénérant, sur les études qui les soutiennent, sur les histoires de mes patients transformés, je pense que vous ne les verrez plus jamais de la même manière. Car parfois, ce qui nous sauve, ce n'est pas une intervention spectaculaire, mais une présence constante, un rituel doux, un aliment qui ne fait pas de bruit, mais qui chaque jour répare. Et si je vous raconte tout cela aujourd'hui, c'est parce que je pense que vous êtes peut-être à ce moment-là de votre vie. Ce moment où vous sentez que quelque chose doit changer, mais vous ne savez pas quoi, ni comment, ni par où commencer. Alors laissez-moi vous montrer ce chemin, le mien, celui que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt. Je suis médecin, mais aujourd'hui je ne prescris plus d'ordonnances. Je transmets.
ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, ce que j'ai vécu. Et si cela vous touche, si cela fait écho, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, pas pour grossir des chiffres, mais pour que je puisse continuer à transmettre à ceux qui, comme vous, refusent de vieillir en silence. Car le corps, même vieux, n'a pas dit son dernier mot. Il attend juste qu'on l'écoute à nouveau. Selon vous, qu'est-ce qui abîme le plus le corps après 60 ans? A. Ce que l'on mange. B. Ce que l'on ne sent plus, ce que l'on oublie d'écouter. Commentez A ou B ci-dessous. Je lirai vos réponses avec attention. Je l'ai été pendant plus de 40 ans et je continue de l'être dans ma manière de regarder la vie, d'écouter les corps, même aujourd'hui, à la retraite. Après le choc de ce que j'appelle mon réveil inflammatoire, j'ai fait ce que je n'avais jamais vraiment fait pour moi-même. Observer, interroger, chercher. Non pas à guérir à tout prix, mais à comprendre ce que mon corps avait tenté de me dire depuis longtemps. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas seulement la peur de la maladie. C'est l'humilité nouvelle que j'ai ressentie face à l'évidence. Malgré toutes mes connaissances, j'étais passé à côté d'une vérité simple. La santé ne se joue pas uniquement dans les hôpitaux, ni dans les analyses de sang, ni dans les prescriptions. Elle se joue aussi, et peut-être surtout, dans les gestes infimes, les choix banals, les aliments discrets. Et c'est là que les graines sont entrées dans ma vie. Pas comme une lubie, pas comme une mode, mais comme une redécouverte, une réconciliation. Ce que je croyais n'être que des amuse-gueules ou des décorations sur un plat, je les ai vus pour ce qu'elles étaient vraiment. Des boucliers invisibles, des artisans silencieux du vivant. Je me souviens du jour où j'ai goûté à nouveau une noix de macadamia. Je l'avais simplement écrasée sur une soupe tiède, presque machinalement. Et cette sensation, ce goût beurré, cette douceur, il y avait quelque chose de réconfortant. Mais au-delà du goût, il y avait un effet, une légèreté digestive, un sommeil plus paisible cette nuit-là. Puis j'ai commencé à me documenter sérieusement. La macadamia, je l'ai appris, est l'un des rares aliments à contenir plus de 65% d'acides gras monoinsaturés, les mêmes que ceux présents dans l'huile d'olive. Des graisses nobles, qui n'encrassent pas, qui réparent. Elle est aussi riche en manganèse, essentielle à la production des enzymes antioxydantes. Je n'avais jamais prescrit noix de macadamia à un patient. Pourtant, en 6 mois, en ajoutant simplement une poignée par jour à mon alimentation, mes marqueurs inflammatoires ont chuté, mon transit s'est régulé, et surtout, je n'avais plus cette fatigue sourde au réveil. J'ai poursuivi, par curiosité, mais aussi par instinct. Et c'est ainsi que je suis revenu à une autre graine, très ancrée dans mes souvenirs d'enfance, la graine de pastèque. Pendant mon enfance à Montpellier, les adultes en grignotaient pendant les longues après-midi d'été. Je les croyais inutiles. Elles étaient pourtant chargées de lycopène, un antioxydant extrêmement puissant. J'ai découvert, dans une étude japonaise, qu'elles en contenaient jusqu'à 3 fois plus que les tomates bien mûres. Or, le lycopène joue un rôle reconnu dans la prévention du cancer de la prostate et du côlon. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas une rumeur, c'est un fait documenté. Plus j'avançais, plus je comprenais que la nature, dans sa simplicité, proposait des réponses que nous avions oubliées. Non pas des miracles, mais des soutiens, des alliés, des partenaires quotidiens de nos cellules fatiguées. Un autre jour, c'est en ouvrant une vieille boîte en fer chez ma sœur que j'ai retrouvé une poignée de millet. Cette céréale jaune pâle que ma mère utilisait pour faire un bouillon léger lorsqu'un de nous était malade. Une soupe de millet. 3 ingrédients. Millet, eau, un peu de sel. Et pourtant, quelle efficacité! Aujourd'hui, je sais que le millet est riche en polyphénol, en magnésium, en fibres prébiotiques, et qu'il agit comme un apaisant naturel pour l'intestin, un stabilisateur du métabolisme. C'est la graine des gens modestes, mais elle a une noblesse que bien des aliments industrialisés ne pourront jamais égaler. Mais il y a eu un tournant émotionnel dans cette exploration. Il est venu avec le sésame noir. Ce goût profond, presque boisé. Ce parfum qui me ramenait au Maroc, où j'avais passé quelques semaines comme jeune interne. Là-bas, les femmes plus âgées l'utilisaient dans presque tous les plats, pour la force, pour les os, pour la mémoire. Aujourd'hui, on sait que le sésame noir contient des composés uniques, la sésamine et la sésamoline, capables de freiner la croissance de cellules tumorales, en particulier celles du sein
et du côlon. Ce ne sont pas des illusions. Ce sont des molécules étudiées en laboratoire, testées sur des tissus, documentées dans des publications sérieuses. Et il y a eu la graine de courge, celle que je jetais autrefois, pensant qu'elle ne servait à rien. Et pourtant, une richesse en zinc extraordinaire, un effet direct sur le système nerveux, sur la qualité du sommeil, sur la détente musculaire. Je me suis souvenu de l'un de mes patients, insomniaque chronique, qui m'avait confié s'endormir plus facilement depuis qu'il grignotait une poignée de graines de courge après le dîner. Je ne l'avais pas cru à l'époque. J'avais tort. Enfin, l'amande. Que dire de l'amande, sinon qu'elle est l'une des plus anciennes alliées de la longévité humaine. Riche en vitamine E, en magnésium, en tryptophane, elle soutient la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Elle réduit le stress oxydatif. Elle améliore la santé cardiovasculaire. Et elle offre, en bouche, une texture à la fois solide et douce. Comme un rappel que la santé peut être à la fois ferme et tendre. Toutes ces graines ont une chose en commun. Elles sont petites, discrètes, mais puissantes. Elles n'ont pas besoin de marketing. Elles n'ont pas de slogan. Elles ont la patience de ceux qui savent qu'ils n'ont pas besoin de briller pour transformer. Aujourd'hui, je les vois comme des gardiens minuscules, des sentinelles silencieuses postées à la porte de mes cellules. Et chaque jour, en les intégrant à mon alimentation, je ne me contente pas de me nourrir. Je me répare, je me remercie, je me reconnecte à une sagesse qui dépasse la médecine. Et je transmets cela à ceux qui veulent bien l'écouter. Je suis médecin, et c'est peut-être l'une des choses les plus importantes que j'ai apprises dans toute ma carrière. La guérison n'est pas un événement, c'est un compagnonnage, un choix quotidien, une fidélité au vivant. Et tout cela commence parfois par une graine, une seule, mais la bonne, mangée au bon moment, dans un esprit de respect, pas de contrôle. Si vous me demandez aujourd'hui ce que je conseillerais à quelqu'un de 60, 70 ou 80 ans qui ne sait pas par où commencer, je ne dirais pas « faites un régime ». Je dirais « choisissez une graine, apprenez-la, mâchez-la et remerciez-la, car elle contient parfois plus de vie que 1000 traitements réunis. Si j'ai appris une chose essentielle dans les dernières années de ma pratique, et plus encore depuis ma retraite, c'est que ce ne sont pas les aliments qui nous trahissent, mais notre manière de les aborder. Après avoir redécouvert la puissance des graines dans ma propre alimentation, j'ai commencé à les recommander autour de moi, prudemment d'abord, puis avec plus de conviction, à mesure que je voyais les effets sur moi-même. Mais ce que je n'avais pas anticipé, c'était la frustration de certains patients. Des femmes et des hommes qui revenaient me dire « Docteur, je fais comme vous avez dit, je mange des graines, mais je me sens ballonné, fatigué, j'ai pris du poids, je dors mal. » Et là, j'ai compris. Une fois encore, j'avais omis quelque chose d'essentiel. C'est pas parce que quelque chose est bon en soi qu'il l'est pour tout le monde, tout le temps, n'importe comment. Nous vivons dans une époque où l'information circule vite, trop vite. Les réseaux sociaux, les blogs, les experts du bien-être, tout répète « manger des graines, c'est excellent ». Oui, mais comment? À quel moment? En quelle quantité? Sous quelle forme? Accompagné de quoi? Et surtout, dans quel corps? Parce que je le dis aujourd'hui avec la plus grande humilité, une graine mal utilisée peut devenir inutile, voire nuisible. C'est pas une pilule magique, c'est un aliment vivant qui demande à être respecté. Par exemple, beaucoup de gens consomment les graines crues, pensant préserver leurs nutriments. C'est exact, dans une certaine mesure. Mais chez les personnes âgées, dont la digestion est souvent ralentie, dont les muqueuses sont plus fragiles, dont les enzymes digestives sont diminuées, manger des graines crues, non trempées, non mastiquées correctement, peut provoquer des troubles digestifs, des carences, de l'irritabilité intestinale. Certaines contiennent de l'acide phytique, qui, sans trempage, inhibe l'absorption du zinc, du fer, du calcium. Une autre erreur que j'ai souvent observée, c'est la quantité. Les graines sont petites, oui, mais elles sont concentrées, denses, riches en graisse, en protéines, en calories. Une simple poignée d'amandes peut contenir près de 200 kilocalories. Si vous en mangez 4 fois par jour, sans modifier le reste de votre alimentation, vous allez prendre du poids, même si ce sont de bonnes calories. Et chez une personne âgée, souvent moins active, cela peut entraîner un cercle vicieux.
prise de poids, fatigue, baisse de mobilité, repli sur soi. J'ai vu cela chez une patiente de 68 ans, pleine de bonne volonté. Elle s'était mise à manger chaque jour un mélange de graines qu'elle achetait en magasin bio. Amandes, noix, graines de tournesol, de courge, de lin. Le mélange était enrobé d'un peu de miel, légèrement salé, très appétissant. Elle en consommait une tasse chaque jour. Résultat, après 2 mois, 4 kilos en plus, du cholestérol en hausse et surtout de la culpabilité. Elle pensait bien faire. Elle s'est sentie trahie. C'est là que j'ai compris qu'il me fallait une fois de plus réapprendre à enseigner. Revenir à l'essentiel. Replacer les graines dans leur juste rôle. Non pas des substituts au repas, non pas des friandises santé, mais des partenaires alimentaires à intégrer avec mesure et conscience. J'ai aussi appris que certaines combinaisons alimentaires renforcent ou affaiblissent l'efficacité des graines. Le zinc, par exemple, se fixe mieux en présence de vitamine C. Le fer aussi. C'est pourquoi j'encourage désormais à consommer les graines avec un filet de citron ou en les incorporant à des plats contenant des fruits ou des légumes frais. Un yaourt au lait de chèvre avec des graines de courge et quelques dés de kiwi, par exemple, est bien plus bénéfique qu'un bol de graines sèches mangées seul à la va-vite devant la télévision. Mais l'erreur la plus insidieuse, celle qui selon moi révèle le plus nos automatismes modernes, c'est l'achat de graines transformées. Graines salées, grillées à haute température, enrobées de sucre, caramélisées, parfumées. Nous croyons manger naturel, alors que nous avalons des produits dénaturés, altérés, chargés en sodium, en sucre, en additifs. Et cela, je l'ai vu chez des gens pourtant instruits, prudents, parce qu'on oublie que l'industrie sait maquiller le naturel. Et puis, il y a cette erreur plus douce, mais tout aussi dommageable. Manger toujours les mêmes graines. Une patiente que je suivais depuis des années, passionnée de nutrition, ne jurait que par les graines de lin. Elle en consommait tous les jours, depuis plus d'1 an, et elle s'étonnait de souffrir de fatigue chronique. Après analyse, nous avons découvert un déséquilibre entre ses apports en oméga 3 et en oméga 6, un manque de zinc et une irritation du côlon. Le corps a besoin de variété. Il a besoin d'équilibre. Je le dis donc aujourd'hui sans détour. Manger des graines, c'est un art de vivre. Cela demande de l'écoute, de l'attention, de la modération et surtout du respect pour son propre corps. Il n'y a pas de recette universelle. Il y a des principes et une grande responsabilité. Apprendre à se connaître. Voici ce que je recommande aujourd'hui à mes amis, à mes anciens patients, à ceux qui, comme moi, cherchent à vieillir non pas plus lentement, mais plus consciemment. Choisissez des graines brutes, non salées, non grillées, non sucrées. Trempez-les selon les besoins de la graine. Amandes, sésame, tournesol. Rincez-les, séchez-les à basse température. Ne dépassez pas 25 à 30 grammes par jour, répartis en 2 moments, matin et après-midi. Intégrez-les dans des plats simples, soupe, bouillie, yaourt, smoothie. Associez-les à des aliments frais, riches en vitamine C. Et surtout, écoutez votre digestion, votre sommeil, votre humeur. C'est votre corps qui vous dira si la graine vous aide ou vous gêne. Je suis médecin. Et si je me permets aujourd'hui de parler de tout cela, ce n'est pas pour ajouter un conseil de plus à la longue liste des choses à faire. C'est pour rendre à chacun un pouvoir simple et paisible, celui de bien se nourrir, de s'accompagner chaque jour avec bienveillance. Car la vieillesse n'est pas une maladie, c'est une étape, et chaque étape mérite d'être honorée. Et parfois il suffit d'ajuster un geste, de corriger une habitude, pour que le corps, même fragile, retrouve de l'élan, de la stabilité, une forme de paix intérieure. Et cela, croyez-moi, aucun médicament ne pourra jamais vous l'offrir à votre place. Après tant d'années passées à courir, à diagnostiquer, à traiter, à expliquer, j'ai découvert quelque chose de puissant que bien des traitements. La régularité silencieuse. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas héroïque, mais c'est ce qui m'a permis de reconstruire un lien avec mon corps, jour après jour. Non pas en espérant un miracle, mais en instaurant un rituel de paix. Ce que je vais vous dire maintenant, ce n'est pas un conseil, c'est un témoignage. Un partage d'homme à homme, d'humain à humain, de quelqu'un qui a vu des milliers de patients entrer et sortir de son cabinet et qui un jour s'est vu lui-même de l'autre côté du bureau. À ce moment-là, je n'ai pas changé ma vie d'un coup. J'ai fait ce que j'ai toujours demandé à mes patients.
J'ai commencé par une seule chose, un seul geste. Mais je l'ai répété, tous les jours. Chaque matin, en me levant, je prépare une cuillère à soupe de graines, parfois du sésame noir, parfois de la macadamia concassée. D'autres jours, des graines de courge ou du millet légèrement grillé. Je les saupoudre sur mon bol de porridge ou je les incorpore dans une soupe tiède, un potage de légumes doux, une compote. Ce n'est jamais compliqué, mais c'est conscient. C'est pas la quantité qui compte, c'est l'intention, la régularité, le respect. Le matin est devenu pour moi un moment sacré. Non pas parce que je bois une boisson magique ou que je fais des postures étranges. Non, c'est sacré parce que je m'offre une attention vraie. 1 minute, 2 peut-être, pour remercier mon corps d'être encore là et lui donner ce qu'il peut assimiler sans violence. Vers 10 ou 11 heures, quand je sens une petite faim, je prends 5 à 6 amandes que j'ai fait tremper la veille dans un verre d'eau. Je les pèle, une à une, comme un geste de patience. Je les mâche lentement. C'est un acte presque méditatif. Cela me calme, cela me nourrit, cela me relie à quelque chose de très ancien en moi, le souvenir que chaque bouchée est un lien. L'après-midi, je ne mange pas toujours, mais si je sens que j'ai besoin de chaleur ou de réconfort, je me prépare une boisson à base de graines. Une poignée de macadamia mixée avec de la banane mûre, un peu de graines de sésame noir grillées, de l'eau chaude, une pincée de cannelle. Je la bois lentement, parfois en regardant le jardin, parfois en silence total. Et le soir, je me nourris léger. Une soupe, un peu de millet cuit à l'eau, un bouillon avec du gingembre. Je ne cherche pas à me remplir. Je cherche à laisser mon corps se reposer, se réparer, sans surcharge. Et si le sommeil tarde, je prends une cuillère de purée de graines de courge ou un peu de lait d'amande maison, tiède, que je bois comme un baume. Je ne dis pas que ces gestes ont guéri quoi que ce soit. Mais ce que je peux affirmer, c'est qu'ils ont changé ma relation avec la vie. J'ai cessé de croire que je devais faire plus. J'ai compris que je devais faire mieux, avec moins. Je le dis souvent maintenant. La vraie médecine du quotidien, ce n'est pas ce que l'on prend, c'est ce que l'on répète avec bienveillance. La régularité est un soin. La douceur est un traitement. La présence est une thérapie. J'ai vu des patients se transformer non pas parce qu'ils avaient trouvé une pilule magique, mais parce qu'ils avaient trouvé un rythme, une cohérence, une stabilité. Une femme de 75 ans que j'accompagnais depuis longtemps, souffrant de douleurs digestives chroniques, s'est sentie apaisée après 3 semaines à simplement manger une soupe tiède tous les soirs, enrichie de graines de millet et d'un filet d'huile de courge. Rien de plus. Mais elle le faisait avec sérieux, avec attention. Et surtout, elle avait arrêté de sauter des repas, de grignoter, de manger sans faim. Un homme de 69 ans, ancien cadre stressé, m'a dit un jour « Docteur, je crois que le fait de prendre mes graines chaque jour m'a réconcilié avec la lenteur. Je ne cours plus, je mâche, je respire, je me sens moins vieux. » Et c'est là que j'ai compris une chose. Les graines ne sont pas des médicaments. Ce sont des rappels que nous pouvons encore agir, que nous avons encore le choix. Ce que je souhaite transmettre aujourd'hui, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une méthode. C'est une invitation à ralentir, à sentir, à créer votre propre rituel, avec les graines qui vous conviennent, les horaires qui vous apaisent, les quantités qui vous respectent. Car ce que nous avons perdu en vieillissant, ce n'est pas seulement la force ou la rapidité, c'est souvent la tendresse envers nous-mêmes, le soin véritable, le droit de se nourrir autrement que dans l'urgence. Et je vous le dis en toute sincérité en tant que médecin, mais aussi comme homme, c'est en honorant les petits gestes qu'on restaure les grands équilibres. Une graine, un bol, un silence, une respiration, c'est tout. Et c'est suffisant. Après une vie passée à ausculter, diagnostiquer, expliquer, j'en suis venu à croire que le soin véritable ne commence pas avec un médicament, ni même avec une graine, mais avec une décision intérieure. Celle de se regarder avec une tendresse renouvelée. Celle de ne plus courir après la guérison, mais d'habiter la santé comme un état de présence. Je l'ai compris tard. Trop tard peut-être pour certains aspects de mon propre corps, mais pas trop tard pour transmettre. C'est la seule chose que je peux offrir aujourd'hui avec certitude, une parole venue de la vie vécue et non des livres. On me demande souvent « Docteur, quelle est la meilleure graine pour vivre longtemps ?»
Et je réponds, sans hésiter, aucune et toutes. Car ce n'est pas la graine en elle-même qui change une existence. C'est le lien qu'on tisse avec elle, la régularité, le geste, la mémoire du corps, la manière dont elle s'inscrit dans le fil d'une journée, dans le souffle d'une vie. Je me souviens d'une patiente âgée, ancienne institutrice, veuve depuis de longues années. Elle était venue me consulter, non pas pour une douleur, mais pour une fatigue de vivre. Elle me disait, je mange bien, je dors un peu, mais je ne sens plus rien. Je lui ai demandé ce qu'elle aimait autrefois. Elle m'a répondu, je faisais griller du sésame pour mon mari. Il adorait ça. Depuis qu'il est parti, je n'en ai plus touché. Je lui ai simplement proposé ceci. Et si vous en grillez à nouveau pour vous? 3 semaines plus tard, elle est revenue. Son visage avait changé. Pas spectaculairement, non. Mais dans ses yeux, il y avait une lumière. Elle m'a dit, docteur, j'ai commencé à me reparler. J'ai retrouvé quelque chose de doux, un souvenir, une odeur. Je mange encore peu, mais je me sens présente. Ce n'est pas le sésame qui a fait cela. C'est le geste, le rituel, la mémoire réactivée, le fil invisible entre l'aliment et l'âme. Et c'est cela que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui. Pas des grammes, des milligrammes, des tableaux nutritionnels, mais une compréhension profonde, que ce qui soigne, ce n'est pas seulement ce qu'on ingère, c'est ce qu'on honore, ce qu'on répète, ce qu'on ressent. Nous avons été éduqués à croire que plus c'est technique, plus c'est efficace, que seule la nouveauté guérit, que la simplicité est suspecte. Pourtant, ce sont les gestes simples, portés par l'amour, qui transforment le plus durablement. J'ai vu des patients s'en sortir de douleurs chroniques, non pas grâce à une molécule, mais parce qu'ils avaient décidé de faire quelque chose de constant, de juste, de tendre. Se masser chaque soir, boire une infusion chaude avec des graines moulues, préparer une soupe aux graines de millet en silence, sans téléphone, sans télé. Manger avec gratitude. Cela semble anodin. Et pourtant, cela touche des couches profondes du système nerveux. Cela apaise. Cela répare. Moi-même, je n'ai pas trouvé ma paix dans les bilans sanguins améliorés. Je l'ai trouvé dans le fait de ne plus abandonner mon corps aux automatismes, dans le fait de redevenir l'auteur de mon quotidien, graine après graine, souffle après souffle. Un matin, je me suis réveillé et j'ai compris que je n'avais plus peur. Pas parce que j'étais guéri de tout, mais parce que je savais que, quoi qu'il arrive, je faisais ma part, que j'étais dans une forme de fidélité envers moi-même. Et cela, aucun médecin ne peut vous le donner. Cela ne s'achète pas. Cela se choisit. Je suis médecin. Et ce que je vous invite à faire, ce n'est pas de suivre un protocole. C'est d'écouter votre propre rythme, de choisir une graine, une heure, une manière, et de vous y tenir. Pas par obsession, pas par contrôle, mais par respect. Et si un jour vous oubliez, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de reprendre, de recommencer, de ne pas abandonner cette conversation intime entre vous et vous-même. Je vous le dis avec toute l'expérience que j'ai, la médecine la plus puissante ne laisse pas de traces dans un dossier médical. Elle laisse une trace dans la manière dont vous vous parlez, dont vous vous traitez. Et si, dans ce monde rapide, bruyant, incertain, vous pouvez faire ne serait-ce qu'une chose stable, douce, répétée, alors vous avez déjà commencé à vous soigner. Une graine n'est rien, mais répétée chaque jour avec conscience, elle devient un socle, un fil d'or, un refuge, une preuve que vous êtes encore là, vivant, capable d'aimer votre corps, même cabossé, même fatigué. Alors oui, je suis médecin. Mais aujourd'hui, ce que je prescris, ce ne sont plus des ordonnances, ce sont des rituels, de la constance, un peu de beauté dans les gestes et beaucoup, beaucoup de douceur. Parce qu'au fond, ce n'est pas la graine qui soigne, c'est l'amour avec lequel on la donne et avec lequel on se la donne. Et aujourd'hui, après toute une vie à soigner les autres, je découvre que la chose la plus précieuse que l'on puisse offrir, ce n'est pas un traitement, ni un savoir, ni une solution miracle. C'est un témoignage sincère, un partage vivant, une lumière douce dans un couloir que d'autres traversent à leur tour. Ce que j'ai essayé de transmettre à travers ces mots, ce ne sont pas des recettes, ce sont des repères humains. J'ai parlé de graines, oui, mais derrière chaque graine, il y a autre chose, un souvenir, un geste, une attention, un acte de présence, une façon d'honorer ce corps que trop souvent on oublie ou on méprise avec l'âge, une façon de dire à la vie « je suis encore là, je continue ».
Beaucoup de mes patients, en arrivant à un certain âge, se sentent comme des objets hors service, mis de côté, inutiles, fatigués, et parfois, il suffit d'un petit changement, minuscule en apparence, pour qu'ils retrouvent un souffle, un élan, une envie de prendre soin d'eux, non pas par devoir, mais par amour. Et c'est là, je crois, que réside le secret d'une vieillesse digne et lumineuse, dans la capacité à se reconnecter à soi-même, pas pour devenir jeune à nouveau, mais pour rester vivant jusqu'au dernier instant. J'ai vu au fil des ans que les plus grandes transformations ne viennent pas d'une cure, d'un régime strict ou d'un complément coûteux. Elles viennent d'un rituel doux, d'un choix répété chaque jour, d'une graine qu'on mâche lentement en pensant à soi avec bienveillance, d'un verre d'eau chaude que l'on boit sans se presser, d'un bol de soupe qu'on ne bâcle pas, d'un souffle qu'on écoute. Vieillir n'est pas une maladie, c'est un art de vivre. Mais pour le pratiquer, encore faut-il que quelqu'un nous le rappelle, qu'on nous donne la permission, non pas de rajeunir, mais de vivre pleinement, autrement. Alors, si vous avez retenu une seule chose de tout ce que j'ai partagé, j'aimerais que ce soit celle-ci. Votre corps mérite votre douceur, chaque jour. Il n'est jamais trop tard pour changer votre relation avec lui. Prenez une graine, prenez un geste, et recommencez demain, puis encore, et encore. C'est ainsi que se construisent les guérisons durables, dans la constance, dans la simplicité, dans l'amour. Ce ne sont pas les choses extraordinaires qui changent nos vies à long terme. Ce sont les petits gestes répétés avec conscience et tendresse. Appliquez-le dès demain. Choisissez un rituel du matin ou du soir, aussi simple soit-il, une boisson chaude, un bol de graines, une respiration profonde, et tenez-vous-y pendant 21 jours. Vous serez surpris de voir à quel point cela transforme votre énergie, votre regard sur vous-même et votre santé. Selon vous, qu'est-ce qui nourrit le plus un être humain chaque jour? A. Les nutriments du corps, vitamines, protéines, fibres. B. Les gestes d'attention, de douceur et de sens. Notez A ou B en commentaire et dites-nous pourquoi vous avez choisi cette réponse. Vos partages peuvent éclairer d'autres personnes qui lisent comme vous. Et si ce contenu vous a touché, éclairé ou simplement accompagné quelques instants, je vous invite en toute humilité à vous abonner à cette chaîne. Cela m'encourage énormément, car même si je suis à la retraite, je consacre mon énergie, mon temps et tout ce que j'ai appris en 40 ans de médecine pour continuer à transmettre ce qui peut faire du bien. Vous pouvez aussi faire un petit don, même symbolique, pour soutenir ce projet. Chaque geste compte. Et grâce à vous, je pourrai continuer à produire des vidéos utiles, humaines, bienveillantes, pour toutes celles et ceux qui, comme vous, veulent vivre leur âge avec dignité, santé et conscience. Merci d'être là. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et surtout, prenez soin de vous. Vraiment.